nous sommes début septembre, il est donc l'heure du bilan d'août 2015. Je vais vous présenter toutes les lectures que j'ai pu avoir ce mois-ci et j'ai de nouveau battu des records puisque j'en ai lu 14 précisément. Sachant que je bossais, c'est quand même pas mal. Ce sont pas forcément des gros romans, mais je suis plutôt contente. Alors de nouvelle fois, je suis debout. J'espère que je vais pas trop tanguer, pas trop bouger. Et voilà, c'est parti. Alors, je vous avais laissé dans la dernière vidéo avec Tsipora de Marek Alter, donc le tome 2 de la Bible au féminin, que j'ai pu finir et que j'ai trouvé vraiment très sympa parce que Tsipora est un personnage qui a beaucoup de caractère et qui ne lâche pas ses idées. Elle croit en quelque chose et elle va pousser Moïse à croire et c'est vraiment super intéressant de voir un personnage comme elle qui est noir et parmi une population de personnes blanches ne s'en sort pas forcément facilement. Et je trouve que c'est un très bel hymne à la foi et puis à la femme aussi. Donc voilà, c'était très bien écrit aussi, j'ai passé un très bon moment. Ça m'a donné très envie de poursuivre sur la suite, évidemment, ce que j'ai fait très rapidement. Voilà, j'espère que je ne raconte pas trop d'âneries aujourd'hui, ça serait pas mal. Alors ensuite, j'ai lu un petit livre tout léger. J'ai lu Mystère et boîte de chocolat d'Aëla Lipper. Je publiais chez Rebelle Édition. Alors, j'avoue que j'ai été pas surprise, mais c'était très agréable comme lecture, c'est très léger, on se prend pas la tête. Ça casse pas trop pattes à un canard, mais franchement, ça vaut quand même le coup de se laisser tenter, parce que c'est vraiment une petite romance toute sympa avec plein de rebondissements, et assez drôle en fait au final, parce que l'héroïne est. On a plein de détails la concernant, elle est vraie. Elle est vraie, elle est fraîche, et la plume, est, même si elle n'est pas parfaite, on sent qu'il y a déjà un boulot derrière, et c'est vachement agréable. Donc je vous le conseille parce que tout ça, ça fait un petit peu penser à la Saint-Valentin, mais ça fait aussi bien du bien à nos petits cœurs de petites midinettes ou de personnes qui veulent vivre des petits moments sympathiques. Voilà. J'ai ensuite enchaîné, comme je vous avais dit, avec le dernier tome de la Bible au féminin de Marek Elter, donc Lila, qui cette fois-ci nous parle non pas d'une femme, d'un personnage biblique, mais d'une sœur qui va se battre pour que les femmes ne soient pas exclues, les femmes étrangères, parce qu'à l'époque, les juifs ne pouvaient se marier en fait qu'avec des juifs. Et toutes les femmes ou les hommes étrangers étaient en fait rejetés. Et disons que c'était un petit peu effacé, ça revient à l'époque de Lila. Et elle va montrer à son frère qu'il a une destinée à accomplir, que Dieu veut qu'il fasse quelque chose, mais en même temps elle va se battre contre cette espèce d'extrémisme. Et c'est plutôt sympathique. C'était sympa, celui que j'ai le moins aimé des trois, mais c'est toujours aussi bien écrit et ça nous permet de voir un petit peu la Bible d'un autre angle et c'est fascinant. C'est fascinant parce qu'on découvre la culture de l'époque, les mœurs de l'époque et je trouve ça vraiment sympathique. Ouais, c'est vraiment le mot sympathique. Je me répète, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai lu en fait parce que les Marek Elter sont des livres qu'on m'a prêtés. On m'a prêté aussi par la même personne la passe miroir, le tome 1, donc Les fiancées de l'hiver de Christelle Dabos, publié chez Gallimard Jeunesse. Ça faisait un petit moment que j'avais vu cette couverture, ça m'avait pas plus tenté que ça, en plus c'est un gros bouquin. Voilà, quand on n'est pas motivé, ça enchante pas. Et puis on m'a dit, ouais, Lila, il est super bien. Il y en a d'autres qui m'ont dit, oh, j'ai abandonné, c'est pas. Mais du coup, je me suis lancée et j'ai été vraiment, franchement surprise. C'est une excellente découverte parce que l'héroïne n'est pas du tout comme on s'y attend. Elle a même un peu tout de l'anti-héroïne en fait, elle un peu passe-partout, passe-miroir, non voilà, mais c'est un jeu de mots pourri, mais c'est pas grave. Euh, on découvre un univers qui est très riche, j'espère pouvoir en apprendre plus dans le tome 2 parce que j'ai un goût de pas fini pour moi. Et, euh, et voilà, il y a plein de micmacs, plein de choses qui se mettent en place, c'est un petit peu lent comme mise en place, mais après on découvre des tonnes de trucs qui sont vraiment intéressants et qui nous donnent envie de découvrir la suite parce que notre héroïne, même si c'est une anti-héroïne, elle évolue aussi, elle prend conscience de certaines choses et elle est loin d'être stupide. Du coup, c'est vraiment super intéressant. Et c'est déjà très adulte pour un roman jeunesse, je trouve. Ce qui est vraiment sympathique aussi parce que ça nous change. C'est pas niais, c'est au contraire, c'est sans pousser très loin, ça, il y a une conscience qu'on n'a pas forcément dans d'autres romans. Ensuite, j'ai lu. Alors. Elle est où la photo? Voilà. Je me bats encore avec ma liseuse, comme à chaque fois. J'ai lu le premier tome d'Ange d'Apocalypse, donc Le Tourment des Aurores de Stéphane Soutoul, publié chez Rebelle Édition. Oui, j'ai lu pas mal de chez Rebelle Édition ce mois-ci. Tout simplement parce qu'il y a eu la super offre avec les e-books à 0,99, pardon, 0,99.
euros pour les 4 ans de la maison. Alors j'hésitais un petit peu parce que les anges, vous savez bien que moi les anges, la Bible, tout ça, je sais pas trop comment réussir à concilier tout ça au niveau fiction. Et pourtant j'ai été totalement embarquée avec ce tome 1, j'ai vraiment trop aimé. Parfois c'est un petit peu bizarre, un peu cocasse, un peu glauque, on sait pas trop. Mais notre chère héroïne Sylvia et VS Samantha, qui est les deux, et c'est juste génial, c'est très bien trouvé, c'est très riche comme univers. Le caractère de notre héroïne est aussi très riche. C'est un vrai caractère de chien, hein, on peut le dire. Et c'est vraiment super amusant parce que du coup, elle ne se laisse absolument pas faire. Elle a ses propres valeurs, même en tant que cavalier de l'Apocalypse. Elle a des instincts qui font que, voilà, il y a toujours une espèce de petite balance entre le bien, le mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle veut pas faire. Et j'ai trouvé ça très bien parce que c'est très complexe. J'aime bien les choses complexes, il faut le dire. Et, et du coup, à la fin du tome 1, j'ai vraiment envie de savoir la suite et j'espère pouvoir me procurer le tome 2, toujours en e-book, ce mois-ci. Voilà, donc c'est très riche, c'est très bien écrit et ça nous embarque du début à la fin. Voilà. Ensuite, je suis repartie sur un livre de Mary Calter, donc vous voyez bien que je clash un petit peu entre les différents styles. J'ai lu Marie, donc de Mary Calter, publié chez Robert Laffont, comme tous les autres livres en fait de Mary Calter que je vous ai présentés. Alors là, c'est l'histoire de Marie, donc la mère de Jésus, et la façon dont elle est présentée, c'est vrai que c'est présentée de manière très moderne. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de liens avec les personnages qu'on peut croiser dans la Bible. Euh, j'ai été choquée, j'ai été très très choquée et très très surprise. En même temps, j'ai découvert l'époque à laquelle vivaient Jésus et Marie, et c'est... Ouais, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur et ça nous révolte comme eux, et on attend ce Messie, on croit en Marie et j'avoue que la fin qui est proposée ne me convient pas. Soyons clairs, ça ne me convient pas du tout, mais j'ai trouvé ça quand même très intéressant et très enrichissant d'un point de vue, de plusieurs points de vue, parce que Marie, elle change un petit peu de cette image figée qu'on peut avoir par rapport aux icônes, par rapport à tous ces rites qu'on peut avoir dans nos églises. Donc j'ai trouvé ça très vivant et très enrichissant, ouais. Je le conseille sincèrement parce que ça pourrait presque être un coup de cœur, hein. Si la femme m'avait pas un peu dégoûtée, ça pourrait presque être un coup de cœur. Voilà. Ensuite, j'ai enchaîné sur un Valentina et j'ai enchaîné sur Cœur de Lycaon, donc tome 1 Renaissance d'Amélie Cresson, donc chez Valentina, si vous n'avez pas compris. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de le lire. Bon, il est gros aussi, encore une fois, mais là, franchement, c'est que du bonheur. Vous voyez la couverture? Elle est belle, hein. Et ben à l'intérieur, c'est pareil. Au départ, vous êtes un petit peu jeté, vous avez l'impression de tout mélanger, les noms, c'est de la fantaisie pure en fait, où vous vous emmêlez les pinceaux dès le départ. Et puis, vous découvrez que elle, là, Aveline, excusez-moi, j'ai plus la mémoire des noms là, c'est aussi j'ai un problème. Aveline, elle est forte et pourtant elle porte des choses en elle, elle a beaucoup de rancœur, beaucoup de colère et elle doit les expulser, elle veut mener sa vengeance à bien. Et on se dit en même temps, ouais, mais c'est pas bien. Du coup, il y a d'autres valeurs qui sont véhiculées, c'est très très bien. On part à la découverte des Lycaons et d'autres peuples. Je connaissais pas du tout. C'est une excellente découverte de tout ça, de tout cet univers qu'elle nous donne. Puis en plus, regardez, c'est écrit tout petit à l'intérieur. Sauf que même si c'est écrit tout petit et que c'est très gros, on voit pas les pages passer et on se laisse très facilement embarquer par cette plume qui est déjà assez mûre, même s'il reste encore quelques petites répétitions par-ci par-là. Donc voilà, voilà. Je peux que vous le conseiller, c'est juste un bijou. Un vrai bijou. Et là aussi, je pense que plusieurs d'entre vous pourraient avoir un gros coup de cœur parce que ça vaut vraiment le détour. Je lui souhaite vraiment que du succès à Amélie parce que c'est rare de voir un roman aussi abouti pour un premier roman. Voilà. En même temps, chez Valentine, on fait des bons bouquins. Normalement, on fait de bons bouquins. Ah. Ensuite, j'ai lu un autre bouquin qui cette fois-ci n'a pas remporté... Ouais, ça m'a pas plu. Il s'agit de La Contreur de Sébastien Hoët, publié chez les éditions Kéro, donc merci aux éditions Kéro. Alors malheureusement ça ne m'a pas plu parce que... Ouais, je pense que cette critique, cet humour ne m'ont pas convenu tout simplement. C'est l'histoire d'un prof qui est un petit peu hors de son temps, quelque part, et qui vit des choses qui m'ont pas du tout embarqué. Il faut dire que ça se lit très vite, c'est un petit livre. Ça se lit très très vite, on a quand même envie de savoir ce qui se passe. Il y a un bon rythme, et la plume est déjà bien... Il y a un bon style dedans. Donc c'est des bons points,
Et parfois on peut sourire parce que on peut se rejoindre avec ce que l'auteur ou ce que le personnage vit, parce qu'il y a beaucoup de contradictions quelque part. Enfin, il y a beaucoup de choses à sortir de ce livre et pour moi c'était un petit peu too much. J'ai pas réussi à coller avec, mais je dois reconnaître que c'est un livre qui fait réfléchir et qui dénonce certains faits de notre société et que je pense qu'il vaut la peine d'être lu. Je sais pas si je peux le conseiller, mais je le fais quand même parce que je pense que certains pourraient trouver cette lecture vraiment intéressante. D'ailleurs, il me semble que j'ai vu sur internet certains avis qui montraient que c'était très apprécié. Donc chez moi ça n'a pas fonctionné, je pense que chez d'autres ça peut parfaitement coller. Voilà, ça sort un petit peu du cadre de ce que je lisais d'habitude. Ensuite, j'ai lu un bouquin dont j'ai lu le tome 1 le mois dernier. Je n'avais toujours pas l'exemplaire, je ne l'ai toujours pas maintenant parce que je l'ai rendu à son propriétaire. Il s'agit du tome 2 de Lumière de l'Arctique, donc la dernière migration de Roger Frison-Roche, qui parle toujours des lapins et de la possible dernière migration qu'il pourrait effectuer. Alors c'est tout est hypothétique et c'est un scénario qui est envisagé par Roger Frison-Roche, mais on se laisse très facilement emporter et c'était un plaisir de retrouver ces personnages qui ont tellement de caractère, surtout Christina, et d'imaginer que ça pourrait ne plus avoir lieu, franchement c'était... Il y avait quelque chose de fort et d'impressionnant dedans. Ça nous pousse aussi à réfléchir sur d'autres choses, comme par exemple le fait que nos civilisations européennes ont un petit peu bousillé les civilisations indiennes d'Amérique. Et oui, on se demande est-ce qu'on veut vraiment imposer aux autres une manière de vivre parce qu'on pense que c'est la meilleure. Et voilà, il y a tout le folklore aussi de ce peuple, de ces régions qui font on voyage et en même temps on réfléchit. C'est presque un livre pour enfants quelque part et c'est très adulte mine de rien. Voilà. Ensuite, je suis passée à une relecture parce que je ne savais pas si je voulais lire la suite, si je voulais garder le bouquin. Bref, c'était un chenille complet. J'ai relu le premier tome de Star-Crossed de Joséphine Angelini, donc Amour contrarié. Un petit peu de mythologie, ça ne fait pas de mal. Ma première lecture m'avait carrément emportée, la deuxième a fait la même. J'ai tellement envie de lire la suite maintenant parce que j'ai redécouvert une mythologie qui est très moderne, qui est très... pas mixée, mais qui est très mélangée avec ce qu'on peut vivre actuellement et il y a un nouveau regard dessus et j'ai trouvé ça vraiment très chouette parce qu'en même temps c'est ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on... Oui, c'est des choses qu'on connaît et qu'on regarde d'une autre manière à présent. Donc il y a tout un folklore qui est développé, une histoire d'amour qui est encore plus compliquée et ça vous avez compris, j'aime bien. Et voilà, je trouve juste dommage que Pocket Jeunesse n'ait pas publié la suite, mais je vais me débrouiller pour l'avoir quand même parce que c'est juste trop bien. Voilà, ça se lit en 2 jours, même pas, voire une journée si vous avez le temps. Ensuite, j'ai lu le dernier livre de Marie Calter que l'on m'avait prêté, donc La Reine de Saba, publié chez Robert Laffont. Alors là, j'avoue aussi que j'ai été très fascinée parce que la Reine de Saba, c'est un petit peu un personnage qu'on voit dans la ville, qu'on aperçoit très légèrement, mais qui a une aura, une prestance et beaucoup de mystère autour d'elle. Et ça fait que j'avais vraiment envie de connaître un peu plus son histoire. J'ai pas été déçue parce qu'elle reste un personnage avec une aura très mystérieuse et très, très charismatique. Et ça m'a fait voyager, vraiment. Ça m'a emportée parce elle est forte. Elle est forte et pourtant elle a ses faiblesses, elle est vraiment humaine et son histoire m'a transportée parce que c'est loin d'être parfait et aussi succinct qu'on pourrait le voir dans la Bible. Du coup c'est juste génial. Voilà. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, parce qu'il y a toujours une part de fiction, mais on en apprend beaucoup plus et moi je dis oui. Je suis une grande fan des bouquins que j'ai lus là. Je vous les conseille sincèrement parce que ça se lit très très vite, très facilement. On se laisse très bien immerger et on découvre des tonnes de trucs. Voilà, on arrive bientôt à la fin. Ensuite, j'ai eu alors un petit service presse de la part d'un auteur genevois, donc pas très loin de chez moi, pas loin du tout même. Il s'agit de la nouvelle de Fabrice Pittet, Part de la Liaison, publiée chez Fantasy Édition RCL, si j'ai tout bien dit. Voilà, donc en fait c'est une nouvelle sur un peu de fantasy qui parle d'un peuple amphibie. Et notre personnage principal, lui, n'a pas la capacité d'aller à l'air libre puisqu'il n'a pas de poumon. Du coup, il est déficient. Mais il a décidé de contrer un petit peu cette... Il a décidé de contrer un petit peu son handicap et de ne pas laisser faire la fatalité. Et sauf que ce pourquoi il lutte depuis tant d'années, il sait pas que ça peut tout se renverser d'un seul coup. Et il y a des imprévus qui arrivent et
On se laisse embarquer, ça fait une 60aine de pages il me semble, quelque chose comme ça. Mais je peux vous dire que même si c'est un peu plus développé que dans les autres nouvelles que j'ai pu vous présenter, et c'est top. C'est top parce qu'on en apprend plus sur la psychologie des personnages, on prend son temps et en même temps à la fin on est comme ça, c'est comme un mini-roman vraiment. Et on est pris, moi j'étais debout en train de lire, je voulais plus lâcher la liseuse, parce que je voulais plus bouger, j'aurais pu oublier le monde, parce que c'est très très bien écrit et que tout est bien développé, tout est riche et que c'est parfait, pratiquement. Donc voilà, je vous la conseille vraiment. J'ai une autre nouvelle de cet auteur à lire, j'espère que ça me plaira autant, c'est différent, je le sais, mais on verra bien. Advienne que pourra et on croise les doigts. Voilà. Ensuite, je suis passée à Night School tome 4, Résistance de Seiji Doherty, puis chez la collection R. Alors ça faisait genre un an, je crois que je voulais le lire celui-là, et je suis pas mécontente d'avoir attendu parce que je sais que le 5 est pas trop loin, je vais pouvoir me le procurer. J'avoue avoir bien apprécié, c'est plein de tensions et on ne se focalise pas seulement sur le triangle amoureux, ce que j'avais un petit peu peur quand même parce que j'avais mon chouchou et finalement en fait ça a changé et puis ça a pas changé. Bref, je savais plus donner de la tête à la fin. Parce que les complots qui sont autour d'Ali deviennent plus importants, plus prégnants aussi. Et j'ai plus de souffle. Et on sent que l'auteur, elle s'est renseignée parce qu'on voit que c'est plus seulement une histoire de la night school, ça prend d'autres proportions. Et il y a un apprentissage que les élèves doivent faire, des conséquences qui surviennent par rapport au choix qu'elle y fait, ça la fait mûrir. Parfois, elle est encore un peu peste, elle m'agace. Mais elle grandit et c'est appréciable de la voir grandir et de la voir prendre ses décisions. C'est chouette parce que justement, on voit qu'elle est plus... Elle est plus seulement passive, elle prend sa vie en main et c'est tout béni quoi. C'est vraiment génial. On voit pas le nombre de pages passées, ça se lit de manière aussi très très rapide et puis la fin est assez surprenante. Il va me falloir le tome 5 dans pas longtemps, je vous le dis, parce que sinon je crois que j'ai pété un câble. Et voilà. J'espère que la fin sera aussi intéressante et aussi prenante que ce 4e tome. Et enfin, j'ai lu pas mal en numérique ce mois-ci. Comme j'ai profité aussi de l'offre des éditions Rebelles pour acheter 2 e-books, j'ai acheté aussi Enquête, coup de cœur et chocolat. Oui, j'ai eu un doute par rapport au premier. Alors en fait, celui-ci, c'est le premier livre qu'Aëla Lippert a écrit, donc j'ai lu un petit peu à l'inverse. Alors j'ai bien apprécié ce bouquin. Je vais donner la même note qu'à Mystère et Boîte de chocolat. Ceci dit, il y a quelques petits défauts qui sont assez gommés parce que c'est une histoire qui est sans prise de tête, bien agréable à lire, qui peut nous faire rire, même si la première partie concernant les investigations de Solène sont un peu gavantes parce que Solène est juste... Enfin, moi, je pouvais plus. Je pouvais plus parce qu'elle me gave par rapport à Stéréden, notre héroïne, qui elle réfléchit et se demande un petit peu ce que peuvent avoir comme conséquences ce qu'elle fait. Hein, donc par rapport à Solène qui elle fonce et puis elle réfléchit même pas. Mais du coup, ça nous donne une nouvelle fois une héroïne très fraîche, très, très vraie, avec une histoire qui est pleine de rebondissements, parce que ça la concerne aussi, elle va vivre sa petite histoire d'amour. Et voilà, la plume est moins travaillée que dans Mystère et Boîte de chocolat, mais ça reste bien sympa quand même. Du coup, je vous conseille les deux, parce que ça sera juste un bon lecture que vous ne regretterez pas. Voilà. Et enfin... Je me suis encore débrouillée pour avoir un livre entre 2 mois. Je pensais avoir le temps, puis en fait, je me suis surestimée. Et j'ai surestimé mon état de fatigue surtout. Donc j'ai donc commencé Nowhere But Here de Cathy McGarry, donc le premier tome de A Thunder Road, chez Harlequintine. Je vous en parlerai plus en détail le mois prochain, j'ai pas envie de tout spoiler, mais laissez-moi vous dire que je suis assez prise dedans et que ça change de la trilogie... Enfin, pas la trilogie, la série de Hors Limite, parce que c'est pas aussi joué que dans les autres. Là, pour l'instant, ils se détestent. Surtout à la moitié du bouquin, ils continuent à se détester. Du coup, c'est très drôle. C'est très drôle parce qu'il y a une attirance et on sait pas ce que ça va donner. Du coup, voilà, j'ai l'impression que cette vidéo était très brouillon. Je vais essayer de l'arranger au mieux pour que ça rende bien quand je vous la posterai. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de septembre, c'est la rentrée, vous inquiétez pas, dans 15 jours c'est mon cas aussi, j'ai pas envie. Et voilà, il faut bien que les vacances ça se termine un jour. Ne me tapez pas.
Maintenant, je vous souhaite un excellent mois de septembre, de très bonnes lectures. J'ai vu qu'il y avait plein de sorties, ça va encore faire mal au portefeuille, mais c'est pas grave. Je vous fais plein de bisous et je vous remercie parce que nous avons dépassé les 500 abonnés sur la chaîne. J'espère que ça va continuer entre vous et moi à passer, quoi, qu'on sera toujours ensemble. Et voilà, je vous souhaite plein de rêves en mots, plein de bonnes choses et je vous dis bah à dans un mois. Des poutous!